l'air matinal à l'intérieur de Zenith Core Holdings était vif et tendu, comme toujours. Le personnel se déplaçait avec une précision robotique, leurs talons claquant doucement sur le sol en marbre poli, la tête baissée, le regard alerte. Les conversations se faisaient à voix basse, les rires étaient absents, et même le grincement des téléphones semblait étouffé, comme si tout le bâtiment avait appris à respirer en silence. La raison de cet ordre étouffant était simple, le chef Obina Nwachukwu. Il n'avait pas besoin de parler pour attirer l'attention. Sa seule présence avait une gravité qui réduisait les salles au silence. D'une stature imposante, sombre comme la nuit, élégamment vêtu d'un costume gris anthracite sur mesure avec des boutons de manchette en argent, il marchait comme un homme qui avait conquis le monde et ne se souciait guère du confort d'autrui. On ne le regardait pas, sauf s'il y était convoqué. Les RH fonctionnaient comme un tribunal, pas comme un service. Les stagiaires pleuraient dans les toilettes après leur première erreur. Même les cadres parlaient de lui avec à la fois admiration et prudence, le surnommant le général fantôme. Il ne tolérait pas la médiocrité. Il n'acceptait pas les retards. Il ne souriait pas, sauf pour annoncer le licenciement de quelqu'un avec une cruauté polie et professionnelle. Et dans les recoins cachés du bâtiment, les toilettes, les sorties de secours, les salles de pause, le personnel murmurait une vérité collective, personne ne survit en croisant Obina. Dans les couloirs du sous-sol, loin des étages de direction, Annulé frottait les recoins du carrelage avec une détermination silencieuse. Son uniforme de ménage, une salopette bleu marine délavée ornée du logo jaune de Zenith Core brodé sur la poitrine, était légèrement ample sur sa silhouette élancée. Ses mains, gantées de latex bon marché, parcouraient rapidement les surfaces, écoutant le monde d'en haut à travers des bribes de conversation et des sonneries d'ascenseur résonnantes. Elle avait maîtrisé l'invisibilité. Elle se promenait discrètement, partie intégrante du mobilier, observant, cataloguant et subissant. Bien qu'elle ne parlait guère à personne en dehors d'Iquin, son supérieur paternel, elle savait qui trichait sur leurs impôts, quel responsable pleurait derrière la porte teintée de leur bureau, et qui était le prochain sur la sellette. Elle nettoyait les taches de café et rejetait ses rêves en silence. Mais au plus profond d'elle-même, ensevelie sous le poids des responsabilités et d'une identité refoulée, brûlait une tempête. Annulé détenait un diplôme universitaire qu'elle ne pouvait se permettre d'encadrer. Elle lisait The Economist pendant ses pauses déjeuner et récitait des citations inspirantes à voix basse, comme des versets bibliques. Mais la vie ne lui avait pas offert de choix, seulement des conséquences. L'AVC de son père l'avait laissé seul à subvenir à ses besoins, et le contrat de conciergerie de Zenith Core était le seul emploi rémunéré à temps. Alors elle a nettoyé. Jusqu'au jour où tout a basculé. Dans la salle de réunion du Penthouse, la lumière du soleil filtrait à travers la baie vitrée qui surplombait l'horizon de l'île Victoria, mais sa chaleur n'atteignait pas Obina Nwachukwu. Debout au bout de la table, les bras croisés, les yeux plissés, il parcourait les chiffres d'un compte de résultats trimestriels. Sa voix, lorsqu'elle retentit, était basse et cinglante. Alors on perd de l'argent, et aucun d'entre vous n'a cru bon de me le dire avant aujourd'hui. Un lourd silence s'abattit sur la salle. Les chefs de service regardèrent leurs tablettes, les lèvres pincées. Ngozi Nwachukwu était assise à l'autre bout, vêtue d'un chemisier en wax couleur pêche orné d'accessoires dorés, l'air calme mais tendu. En tant que directrice des opérations et sœur cadette, elle était la seule à oser défier Obina, mais même elle savait jusqu'où elle pouvait aller. Obina poursuivit son monologue, ébranlant leur fierté avec une précision chirurgicale. Vous voulez tous la gloire du travail, mais pas la responsabilité. Ça s'arrête aujourd'hui. Les chaises bougeaient, inconfortablement. Il se retourna brusquement et sortit de la pièce sans les congédier. Il savait qu'il valait mieux ne pas respirer avant que la porte ne se referme en sifflant derrière lui. Obina était une tempête en costume, et derrière cette fureur se cachait un garçon qui avait autrefois marché pieds nus dans les rues boueuses d'Inugu, regardant sa mère se faire tabasser par des usuriers. La douleur avait été son maître. Il avait appris très tôt que la gentillesse était une faiblesse, la vulnérabilité une invitation à se laisser dévorer et l'amour un mythe vendu aux imbéciles. Pendant ce temps, dans la partie conciergerie du sous-sol, Agnelé remarqua Gozi passer sans son sourire habituel. Quelque chose avait changé dans l'air, la tension plus intense que d'habitude. Il était à peine 10 heures du matin, et 2 personnes avaient déjà quitté l'étage exécutif, pâles comme des pommes. Agnelé se remettait à frotter une rampe lorsqu'elle trouva sa collègue, Mama Pise, en larmes dans une cage d'escalier. Cette femme d'un certain âge, approchant la cinquantaine, avait été réprimandée par Obina pour avoir bloqué le couloir avec son seau à serpillière en lambeaux. Il n'avait même pas pris acte de ses excuses.
Il avait simplement continué à marcher, ses mots plus tranchants que le bout métallique de sa canne. Agnelé s'agenouilla près de la femme en pleurs, lui offrant un mouchoir et un réconfort silencieux. « Tu ne méritais pas ça, dit-elle doucement. Personne ne le mérite, mais sa mâchoire était serrée. Sa poitrine brûlait. Elle avait vu trop de gens se faire briser par un homme qui adorait le contrôle. Elle ne le savait pas encore, mais les murs de verre de Zénith Corp se fissuraient déjà. Et très bientôt, ils voleraient en éclats. Le lendemain matin, un froid inhabituel s'installa, comme si des avertissements, seuls les plus sages pouvaient les entendre. Le personnel avançait plus vite que d'habitude, les dossiers serrés contre la poitrine, évitant le regard du PDG comme s'il portait la mort. Obina se tenait dans le hall principal, près des grandes rangées d'ascenseurs, sa voix résonnant sur le sol de marbre. Il réprimandait Ikin, responsable de la maintenance et l'un des plus anciens employés de Zénith Corp, pour avoir omis de signaler un fusible grillé sur le générateur du toit. Votre incompétence a coûté hier à cette entreprise 20 millions de Nera en carburant de secours. Avez-vous seulement conscience de l'ampleur de votre échec? Aboya-t-il. Ikin, courbé et tremblant, ouvrit la bouche pour parler, mais fut interrompu. Garde tes excuses, mon vieux. Tu es encore là uniquement parce que cette entreprise a une politique de pitié. Les mots furent plus violents qu'une gifle. Le silence s'abattit sur le bâtiment. Les gens se figèrent à mi-chemin. Même les agents de sécurité à l'entrée du hall restèrent immobiles. À quelques pas, Agnelé entendit tout, et quelque chose en elle se brisa. Elle s'avança avec une audace qu'elle ignorait. Ses pantoufles claquèrent sur le sol. Son cœur battait la chamade. Puis, sans un mot, Agnelé leva la main et gifla le PDG de Zénith Corp Holdings. Un coup sec et retentissant. Le son résonna comme un coup de feu. Des halètements fusèrent de toutes parts. Obina recula, stupéfait. Sa main toucha instinctivement sa joue. Il cligna des yeux, non pas de rage, mais d'incrédulité, comme si l'illusion d'invincibilité venait de s'effondrer devant tout le monde. La voix d'Agnelé tremblait, mais restait ferme. On ne parle pas comme ça aux gens. Pas à lui. Personne. Pendant une fraction de seconde, ce fut comme si le monde s'était arrêté de tourner. Des caméras dans les coins enregistraient silencieusement. Le personnel observait derrière les parois vitrées. Personne ne bougeait. Personne ne parlait. C'était la gifle entendue à la gosse. Mais plus choquant encore que l'acte lui-même, ce qui suivit. Obina ne répliqua pas. Il n'a pas crié. Il n'a pas appelé la sécurité. Au lieu de cela, il la regardait avec un regard que personne n'avait jamais vu sur son visage, confusion, intérêt, humanité. Le bâtiment tout entier bourdonnait comme une ruche déchaînée. Lorsqu'Agnelé revint à l'étage du concierge, tout le monde avait entendu ce qui s'était passé. Certains murmuraient avec admiration, d'autres avec peur, et quelques-uns avec admiration. 2 agents d'entretien avaient aidé Ikin à s'asseoir, les yeux écarquillés d'incrédulité et teintés d'une pointe de fierté. Dans le bureau des ressources humaines, à l'étage, le chaos régnait. Les téléphones sonnaient sans arrêt. Les équipes juridiques ont débattu des protocoles. Certains cadres supérieurs ont exigé son licenciement. Mais lorsqu'ils ont contacté le PDG pour obtenir son approbation finale, la réponse d'Obina les a tous stupéfaits. Laissez-la partir. Elle n'a pas besoin d'être renvoyée. Le silence se fit dans la salle. Tu m'as entendu. Personne ne la touche. Aucun avertissement. Pas de licenciement. Il a mis fin à l'appel avant que quiconque puisse protester. C'était la première fois qu'Obina outrepassait le protocole disciplinaire pour quiconque. Tout le monde était perplexe. Lui avait-elle jeté un sort? Préparait-il quelque chose de plus grave? Agnelé elle-même était assise en silence dans la salle de maintenance, s'attendant à ce que la sécurité fasse irruption et l'escorte. Mais ils ne vinrent jamais. Pendant ce temps, Obina était assis dans son vaste bureau surplombant la lagune de Lagos, le regard perdu dans le vide. Il toucha de nouveau sa joue, le souvenir de la gifle encore vif. Non pas la douleur, elle s'était déjà estompée, mais la sensation. Personne ne l'avait touché ainsi depuis des décennies. Depuis qu'il était enfant et que sa mère l'avait frappé pour avoir séché les cours pour vendre du gala. Il se souvenait de ses larmes. Sa voix disait « Tu vaux mieux que ça ». La voix d'Agnelé exprimait le même sentiment. Son regard n'exprimait pas la peur, mais la déception.
Quelque chose s'était brisé en lui. Cela l'effrayait et l'intriguait. Cette nuit-là, il est resté assis dans sa voiture bien après le départ de son chauffeur, regardant en boucle les images de l'incident. Ni pour obtenir des preuves, ni pour se venger. Mais pour quelque chose qu'il ne pouvait nommer. C'était le début d'une obsession, non pas pour une femme, mais pour une vérité qu'il avait passé des années à enfouir sous des costumes, des salles de réunion et le silence. La gifle n'était pas la fin. C'était le début. Annulé était assise dans le petit bureau des RH, les mains jointes sur les genoux, chaque muscle de son corps tendu par l'impatience. La gifle avait bouleversé son monde, et si l'absence de punition immédiate d'Abina avait choqué tout le monde, y compris elle-même, elle ne croyait pas que ce silence lui garantissait la sécurité. La responsable des ressources humaines, une femme rondelette d'âge mûr nommée Madame Bizola, marchait devant elle comme une lionne cherchant une ouverture dans sa cage. « Tu as giflé le PDG de Zenith Corporation, comprends-tu seulement ce que ça veut dire ?» aboya-t-elle. Annulé resta calme, sa voix basse mais assurée. « Je le fais. Et j'en assume les conséquences, quelles qu'elles soient. » L'équipe RH était déstabilisée, non pas parce qu'elle n'était pas prête à la sanctionner, mais parce qu'elle n'avait reçu aucune directive claire de la direction. Il lui a dit de la laisser partir. Ils ont chuchoté entre eux, incrédules, faisant référence à la consigne déconcertante d'Abina. Après plusieurs tentatives pour obtenir des excuses officielles d'Annulé, Bizola leva les mains en l'air et soupira. « Nous allons intensifier les hostilités. Il pourrait changer d'avis. Tu ferais mieux de prier. » Annulé hocha simplement la tête. Mais elle ne pensait pas à la punition. Son esprit se tourna vers Iquin, le vieil homme qu'elle avait défendu et le poids des années qu'elle portait silencieusement sur ses épaules. Même maintenant, avec la moitié de la compagnie qui l'observait comme une bombe à retardement, elle n'éprouvait aucun regret, seulement une certaine clarté. Quelques heures plus tard, Obina demanda sa présence, non pas par l'intermédiaire de la sécurité, mais par un appel personnel transmis par sa secrétaire. Lorsqu'elle entra dans son bureau, il ne restait plus trace du général du conseil d'administration qu'elle avait giflé. Il se tenait près de la fenêtre, les mains dans les poches, l'air indéchiffrable. « Tu es courageuse, dit-il sans la regarder. Ou stupide. » Annulé ne broncha pas. « Peut-être les deux, répondit-elle. Il se retourna alors lentement, comme s'il l'examinait pour la première fois, non pas comme une femme de ménage, mais comme une femme de profondeur. « Pourquoi » demanda-t-il. Un seul mot, mais chargé d'incrédulité, de confusion, peut-être même de curiosité. Annulé prit une inspiration, puis répondit. « Parce que personne d'autre ne le ferait. Parce qu'il ne méritait pas ce que tu disais. Parce qu'on oublie que les gens ici sont humains. » Ces paroles se répandirent dans la pièce comme une fumée d'encens, lente, persistante, inébranlable. Obina resta silencieuse pendant un long moment. Puis, dans un geste qui la laissa plus stupéfaite que ses insultes, il hocha la tête. « Tu peux y aller. » C'était tout. Pas de sermon. Pas de menace. Pas de moquerie. Juste le silence. Mais derrière ce silence se cachait quelque chose de nouveau chez Obina, une lueur de conscience, une fissure dans son armure. Le nettoyeur avait fait ce qu'aucun dirigeant, aucun membre du conseil d'administration, aucun mentor n'aurait jamais pu faire. Elle le fit s'arrêter. Obina n'était pas un homme obsédé, du moins pas de façon visible. Mais ce soir-là, de retour à sa villa de Banana Island, il se retrouva à arpenter son salon sans relâche, repensant sans cesse à la gifle et au regard brun féroce de la jeune fille. Elle l'avait défié. Non par gloire, ni par rébellion, mais par principe. Et maintenant, contre tout instinct forgé par des années de leadership aguerri, il ne pouvait s'empêcher de penser à elle. Il se connecta au système de surveillance interne de l'entreprise depuis sa tablette, ce qu'il faisait rarement lui-même, et consulta le flux de la cafétéria de cet après-midi-là. Elle était là, énulée, assise seule au fond de la pièce, mangeant tranquillement, lisant un vieux roman de poche. Aucune trace d'arrogance. Aucun signe de drame. Juste une femme essayant de survivre au chaos. Obina l'étudiait comme une équation, décortiquant chaque mouvement. Il zooma. Elle mâchait lentement, cligna souvent des yeux, s'arrêta pour surligner une phrase. Il était perturbé par ses remarques. Cela le perturbait plus qu'il ne le souhaitait. Dans les jours qui suivirent, Obina la surveillait sans vraiment comprendre pourquoi. Il posait à son assistante des questions subtiles sur les horaires de l'équipe de nettoyage.
Il a examiné les plannings. Il a détourné les chemins à travers le bâtiment juste pour l'apercevoir en train de nettoyer le carrelage du hall. Au début, c'était du contrôle. Il se persuada qu'il devait surveiller l'employé instable. Mais au fond de lui, quelque chose d'inconnu s'éveillait. Il se remit à rêver. Il rêve de sa mère le grondant doucement. Des rues boueuses de Nsuka. D'être giflé avec amour, et non avec manque de respect. La femme qui avait osé lever la main sur lui avait réveillé un souvenir qu'il croyait enfoui depuis longtemps. Celui qu'il était avant que le pouvoir n'empoisonne sa gentillesse. Un soir, il passa volontairement devant elle près du quai de chargement et la vit s'arrêter, hocher la tête poliment et se remettre à balayer. Elle n'a même pas bronché. Elle n'a pas essayé de s'expliquer. C'est là qu'il a compris. Il ne s'agissait pas de le punir, mais de le découvrir. Elle avait atteint une part de lui qu'aucun procès ni aucune stratégie n'aurait jamais pu atteindre. Et maintenant, il lui fallait comprendre comment. C'est Ngozi qui a été la première à remarquer le changement de comportement de son frère. Elle l'observait lors des réunions du conseil d'administration. Moins volatile, plus pensif. Il avait même laissé un manager présenter un rapport erroné sans l'interrompre. Une première depuis des années. Tu es plus calme ces jours-ci, commenta-t-elle un après-midi alors qu'il sortait une revue financière. Obina répondit simplement, je réfléchis. Mais Ngozi, toujours intuitive, avait déjà compris. La gifle, la fille, le changement. Ce soir-là, elle fit une visite surprise au service des archives pour fouiller dans le dossier personnel d'Anulet. Ce qu'elle découvrit la choqua. Diplôme universitaire en économie de l'UNN. Mention très bien. Plusieurs prix pour son leadership et son bénévolat. Tout cela caché sous le titre « Nettoyeur, niveau 1 ». Elle apporta le dossier directement à Obina, la voix tendue par l'accusation. Elle est plus intelligente que la moitié de ton conseil d'administration, Obina. Pourquoi balaie-t-elle les sols? Il lut le dossier en silence. Sa mâchoire se serra, non pas de colère, mais de honte. Elle n'en avait parlé à personne. Elle n'avait pas exigé d'être promue. Elle n'avait pas utilisé son passé pour manipuler son présent. Parce que la vie ne lui laissait pas le choix, murmura-t-il en refermant lentement le dossier. Mais je peux. 2 jours plus tard, Anulet recevait un courriel officiel signé par le PDG lui-même. Elle doutait toutefois qu'il l'ait écrit. Elle était réaffectée à un poste temporaire d'assistante administrative aux affaires générales. Son uniforme serait remplacé par une tenue de bureau plus formelle. Son salaire aurait été légèrement augmenté. Sans explication. Aucune demande. Juste un transfert silencieux. L'équipe de nettoyage bourdonnait de confusion. Certains murmuraient qu'elle avait séduit le PDG. D'autres juraient qu'elle l'avait menacé. Anulet, déconcertée mais pas naïve, accepta la mission avec grâce. Elle entra dans son nouvel étage, les épaules droites et le regard fixe, ignorant les ricanements et les regards de ceux qui la jugeaient. Pourtant, au fond d'elle-même, elle était troublée. Pourquoi maintenant? Pourquoi elle? Elle avait seulement voulu survivre, pas s'élever. Et pourtant, quelque chose lui disait que ce n'était que le début d'une ascension imprévue, mais qu'elle ne pouvait plus éviter. Cet après-midi-là, Ngozi fit irruption dans le bureau de son frère sans frapper, son cafetan corail flottant comme un drapeau de protestation. « Tu l'as muté aux affaires générales » s'exclama-t-elle en claquant le dossier du personnel sur son bureau. Obina leva les yeux, imperturbable. Elle l'avait bien mérité. Ngozi ricana. « Ne me traitez pas avec condescendance. Ce n'est pas une question de mérite. C'est une question de vous. Tu es obsédé. » Il se laissa aller dans son fauteuil, imperturbable. Et alors? Un silence dangereux s'installa dans la pièce. Les yeux de Ngozi s'adoucirent, non pas de pitié, mais d'inquiétude. Ne brise pas cette fille comme tu brises tout le monde. Elle n'est pas comme les autres. Obina se leva lentement et se dirigea vers la fenêtre. Je n'essaie pas de la briser, dit-il au bout d'un moment. J'essaie de comprendre pourquoi je n'arrête pas de penser à elle. La voix de Ngozi baissa. Parce qu'elle est la seule à t'avoir rappelé que tu es humain. Et ça te terrifie. Ces mots frappèrent le tonnerre et, pour une fois, Obina ne répondit pas. Elle quitta le bureau en silence, mais ses paroles persistèrent longtemps après son départ, tel un parfum. Ce soir-là,
Obina se surprit à parcourir à nouveau les images d'archives, observant Annuli aider un stagiaire aveugle à se déplacer dans la cafétéria. Elle sourit doucement, lui offrit son bras et guida la jeune fille vers une table. Aucune caméra à proximité. Aucun témoin. Juste une gentillesse discrète. Le lendemain matin, il la croisa dans un couloir et lui fit un bref signe de tête. Elle lui rendit son salut. Rien de plus. Pas de jeu. Pas de gratitude. Juste une conscience mutuelle. Mais au fond du cœur d'Annuli, la confusion régnait. Elle ne savait pas à quel jeu on jouait, ni même si c'en était un. Elle ne lui faisait pas encore confiance, mais elle ne se sentait pas non plus menacée. Et c'était peut-être encore plus dangereux. L'homme qu'elle avait giflé, le PDG que tout le monde craignait, commençait à montrer des signes de vulnérabilité. Et dans un bâtiment où le pouvoir était primordial, cela pouvait signifier le salut ou la destruction. Dès qu'Annuli prit ses nouvelles fonctions aux affaires générales, l'atmosphère autour d'elle se fit d'une hostilité qu'elle ne put ignorer. Le bureau d'angle où elle avait été affectée n'était guère plus qu'un placard à fournitures, et pourtant les murmures résonnaient plus fort que le ronronnement de la climatisation. Un virage plus propre, PA. Il doit avoir quelque chose sur l'ogre, murmura une collègue en passant. Peut-être qu'il aime les choses brutales, dit un autre à voix basse, suivi de rires étouffés. Les suppositions étaient immédiates, cruelles et cohérentes. Mais Annuli refusait de céder. Elle était vêtue avec soin de son chemisier et de sa jupe crayon empruntée, les cheveux relevés en chignon bas, et son visage était serein, avec une résilience qui n'éduqua la survie aux jours les plus difficiles. Pourtant, chaque fois qu'elle s'asseyait à son petit bureau près de l'annexe de la salle de réunion, elle ressentait les regards noirs dans son dos comme des flèches. Ses courriels professionnels ont été ignorés. Ses demandes ont été retardées. Certains jeunes collaborateurs ont même carrément remis en question son autorité. S'il te plaît, maman, va chercher un balai. C'est de l'entreprise, pas de l'assainissement, ricana l'un d'eux. Mais elle souriait malgré tout, refusant de combattre la boue par la boue. Le couloir qu'il ignorait autrefois la détestait désormais, mais au moins, on la voyait. Tandis qu'Annuli s'occupait de serpents en chemise de soie, à l'étage, dans l'aile exécutive, un véritable venin couvait. Plusieurs membres du conseil d'administration, notamment M. Desmond, le directeur financier, et Mme Odichet, la directrice juridique, commencèrent à tenir des réunions privées, chuchotant des rumeurs d'instabilité, de favoritisme et de déclin du leadership. Pour eux, la décision d'Obina d'épargner Annuli, et encore moins de la promouvoir, était le signe qu'il perdait le contrôle. Il est sentimental, expliqua Desmond en faisant tourner du whisky dans son bureau. Et lorsqu'un homme comme Obina devient sentimental, il devient prévisible. Et un PDG prévisible est dangereux pour les actionnaires. Odichet acquiesça, surtout avec l'intérêt croissant des médias pour la dalle. Imaginez si ça fuyait. Cette entreprise sera moquée à mort. Ils ont accepté de commencer à mobiliser des fonds, des enregistrements discrets, des votes au conseil d'administration et à s'agiter auprès des investisseurs. Pendant ce temps, Obina ignorait la tempête qui grondait dans son dos, trop concentré sur la transition d'Annuli et sur la façon dont sa force avait démantelé son ego. Il ignorait que la société qu'il dirigeait par la peur commençait enfin à se retourner contre lui. Car la peur, contrairement au respect, a une durée de vie limitée. Il était tard dans la soirée lorsqu'Obina l'appela. Le soleil disparaissait déjà à l'horizon, teintant le ciel de Lagos d'orange et d'or. Annuli, surprise d'être convoquée si personnellement, hésita devant l'ascenseur avant de monter aux Pentouses. Elle n'était jamais montée ici auparavant, là où se signaient les contrats de milliardaires et où se prenaient les décisions qui affectaient des milliers de personnes. Lorsque l'ascenseur s'ouvrit, elle s'attendait à une salle de réunion. Au lieu de cela, le PDG se tenait seul sur l'héliport du toit, la brise faisant bruisser son cafetan, le dos tourné à la porte. « Rejoignez-moi », dit-il sans regarder. Elle s'avança lentement vers lui, lasse mais curieuse. Obina ne répondit pas immédiatement. Il se contenta de contempler la ville tentaculaire en contrebas, le regard perdu dans le vide. Cet endroit, avant, me donnait un sentiment de puissance, finit-il par dire. Maintenant, je me tiens là et je me sens tout petit. Annuli le regarda, incertain de la réaction à adopter. Elle ne l'avait jamais vu ainsi, sans défense, pensif. Après un silence, il se tourna vers elle. « Regrettes-tu » demanda-t-il d'une voix douce mais tranchante. La gifle. Elle le regarda droit dans les yeux. « Non,
Je regrette qu'il ait fallu une gifle pour que tu voies les gens. Les mots n'étaient pas irrespectueux. Ils étaient crus, honnêtes, et résonnaient comme une confession. Obina expira profondément, la mâchoire serrée. « Tu me prends pour un monstre ?» demanda-t-il ensuite. Anuli hésita. « Non, dit-elle finalement. Je crois que tu es devenu quelqu'un pour survivre, mais maintenant tu ne sais plus comment être autre chose. » Ces mots furent plus durs que la gifle. Pour la première fois depuis des décennies, Obina se sentit perçu. Non pas comme un titre ou un tyran, mais comme un homme brisé essayant de préserver un héritage bâti sur la peur. « J'ai grandi dans un endroit où la gentillesse était fatale, murmura-t-il. Alors je me suis endurci. Tous mes succès sont nés de ma cruauté. Et puis tu es arrivé, et en 5 secondes, tu as réduit à néant tout ce que j'avais construit. » Anuli ne s'est pas réjouie. Au lieu de cela, elle hocha doucement la tête. Alors peut-être serait-il temps de construire autre chose. Ils restèrent un long moment silencieux, les lumières de la ville scintillant sous eux comme des étoiles. Dans ce silence, quelque chose changea. Ni l'amour, ni la rédemption, mais la reconnaissance. Il la vit non pas comme la fille qui l'avait giflée, mais comme la femme qui l'avait réveillée. Et elle ne vit pas le PDG, mais le garçon toujours prisonnier d'une forteresse d'attente et de souffrance. Quoi qu'il en soit, ce n'était que le début. Le lendemain matin, à Zenith Core, ce fut différent. Pas de façon radicale, mais suffisamment pour que l'observateur le remarque. L'énergie oppressante qui hantait autrefois les couloirs commença à s'estomper, telle une brume brûlée par le soleil. Tout commença par de petites choses. Obina a personnellement envoyé un courriel à l'équipe des installations pour obtenir l'approbation des chaises ergonomiques pour le personnel d'entretien, une demande formulée depuis 3 ans. Il a demandé au RH de vérifier les antécédents disciplinaires afin de déceler toute tendance à la partialité. Il a demandé que tous les employés, quel que soit leur rang, soient invités à la prochaine réunion publique trimestrielle. Beaucoup ont pensé qu'il s'agissait d'une performance. Il essaie juste de sauver la face après la gifle, a murmuré un cadre intermédiaire. Mais pour ceux qui observaient de plus près, il y avait quelque chose de différent dans son ton, sa démarche, son regard. Ce n'était pas une question d'apparence. C'était une question d'intention. Obina avait commencé à démanteler l'empire de la peur qu'il avait si soigneusement façonné. Et aussi étrange que cela puisse paraître, la jeune fille discrète qui récurait autrefois les sols a joué un rôle catalyseur. Anuli, bien que toujours en train de s'adapter à son nouveau rôle, a commencé à recevoir des acquiescements subtils de certains collègues qui se moquaient autrefois d'elle. Pas tous, mais quelques-uns. Et le changement, aussi petit soit-il, commence toujours petit à petit. Mais tout le monde n'a pas accueilli favorablement ce changement. Desmond et Odos ont vu ces réformes soudaines comme des signes d'affaiblissement. Ils ont rallié d'autres membres du conseil, soulignant l'imprévisibilité croissante d'Obina. D'ici peu, il fera des câlins aux stagiaires, a raillé Desmond lors d'une réunion secrète. Nous devons demander un vote de confiance. Tâtons le terrain. Remuons le feu. Ce qu'il n'avait pas prévu, c'est que de nombreux cadres supérieurs, autrefois effrayés par Obina, en avaient assez de sa toxicité. Certains avaient perdu le sommeil au fil des ans. Certains portaient les cicatrices émotionnelles de sa colère. Et maintenant, grâce à ces réformes, même symboliques, il retrouvait une lueur d'espoir. Ngozi, observant de loin, remarqua comment de petits changements créaient des répercussions internes. Un après-midi, elle prit Anuli à part et lui dit doucement, « Tu as fait plus avec un seul acte de courage que la plupart d'entre nous ne pourraient le faire avec tous nos titres. » Anuli ne se sentait pas comme une héroïne. Elle se sentait encore comme une femme qui tente de survivre. Mais pour la première fois depuis des années, elle avait l'impression de ne plus être invisible. La réunion suivante du conseil d'administration de Zenith Core fut tout sauf ordinaire. L'atmosphère était tendue, la tension palpable. Les salutations habituelles étaient brèves, formelles et teintées d'une pointe de suspicion. Lorsqu'Obina entra dans la pièce, il le sentit. Les yeux perçants, les épaules raides, la voix plus basse que d'habitude. Il prit place au bout de la table en verre, l'air indéchiffrable. Odachek s'éclaircit la gorge et commença avec une formalité apprise. Avant de commencer l'ordre du jour habituel, nous aimerions aborder une question de gouvernance. Obina haussa un sourcil. Allez-y. Desmond se pencha en avant. Les investisseurs s'inquiètent de plus en plus des récents changements,
notamment de la réaffectation controversée de jeunes collaborateurs à des postes administratifs, sans aucun protocole. C'est pourquoi certains d'entre nous estiment qu'il est temps de réévaluer l'orientation de la direction. La salle se figea. C'était une tentative de coup d'État voilé. Il voulait une motion de censure. Obina regarda lentement autour de lui, remarquant ceux qui évitaient son regard. Puis, sans élever la voix, il répondit, « Tu veux voter ? D'accord. Mais souviens-toi, quand tu trahis le toit, ne te plains pas quand la pluie commence à tomber. » À ce moment précis, les portes à double battant s'ouvrirent. Anuli, convoqué à son insu par Ngozi, entra avec les documents demandés plus tôt pour l'examen de la politique. Elle marqua une pause, scrutant l'atmosphère. Les murmures jaillirent comme des étincelles. Obina se leva et, à la surprise générale, prit lui-même les dossiers. « Merci, mesdemoiselles, dit-il calmement, avant de s'adresser au conseil. C'est l'employé dont vous parlez. Une femme de ménage titulaire d'un diplôme qu'aucun d'entre vous n'a pris la peine de lire. Une femme qui a essuyé les moqueries et s'est montrée plus intègre que beaucoup d'entre vous autour de cette table. » Les invités firent écho. Anuli se figea, le cœur battant. Mais Obina n'en avait pas fini. « Si vous voulez contester mon leadership, très bien. Mais faites-le avec vérité, pas par lâcheté. » La salle était silencieuse. Ngozi regarda Desmond reculer avec un léger sourire. Aucun vote n'eut lieu ce jour-là. Mais plus important encore, à cet instant, devant les caméras, avant même que le public ne le reconnaisse, Obina défendit Anuli. Non pas parce qu'il le devait. Mais parce qu'elle comptait. Pas seulement comme femme de ménage ou comme symbole, mais comme personne. La gifle qui a secoué Zénith Corp a finalement brisé son dernier mur, l'opinion publique. Tout a commencé par des rumeurs sur Internet. Un employé anonyme en a parlé sur un blog de potins d'entreprise, puis quelqu'un a divulgué les images de surveillance. En quelques heures, la vidéo s'est répandue comme une traînée de poudre sur Twitter et WhatsApp. Cleaner gifle un milliardaire impitoyable, donc c'est toujours son travail. Des mèmes ont été créés, les commentaires ont afflué et des débats ont éclaté dans les émissions de radio, les blogs et les podcasts. Certains ont salué Anuli comme un symbole de résistance. D'autres ont qualifié Obina de faible pour ne pas avoir riposté. Mais aucun des vautours des médias n'a pu saisir la vérité. À quel point cet instant avait bouleversé les plaques tectoniques de l'être tout entier. Les journalistes rôdaient aux portes du noyau du Zénith, essayant d'apercevoir Anuli. Mais elle gardait la tête basse, refusant toute interview. Elle ne voulait pas la gloire. Elle voulait la paix. Mais la paix était désormais impossible. Partout où elle se tournait, les gens la fixaient, non seulement d'elle, mais aussi de ce qu'elle représentait. Obina, quant à lui, observait la tempête se dérouler en silence. Son équipe de relations publiques voulait la détourner. Ses avocats voulaient lui adresser une mise en demeure. Mais il a refusé. « Laissez-les parler », a-t-il dit à Ngozi. Pour une fois, laissons le monde voir quelque chose de réel. À l'intérieur du bâtiment, un étrange changement s'était opéré. Là où régnait autrefois le silence et la peur, des murmures d'autonomisation ont commencé à s'épanouir. Le personnel de Junior a recommencé à établir un contact visuel. Le personnel d'entretien s'est vu proposer des places lors des réunions. Une culture de reconnaissance, non pas d'égalité, mais quelque chose qui s'en rapproche, a commencé à s'installer. Et Anuli, toujours vêtue de son armure d'humilité silencieuse, devint l'icône malgré elle de cette nouvelle ère. Elle trouva dans son tiroir des notes manuscrites, des remerciements anonymes de membres du personnel qu'elle n'avait jamais rencontrés. « Vous nous avez donné du courage », lisait-on, mais tous les regards n'étaient pas bienveillants. La jalousie grandissait dans des milieux où les privilèges n'avaient jamais été remis en question. Des rumeurs circulaient selon lesquelles elle couchait avec un patron, qu'elle était une imposture de l'entreprise, qu'elle participait à une opération de rebranding. Pourtant, personne ne pouvait nier le changement qu'Obina était en train de vivre. Il ne donnait plus d'ordre en réunion. Il demandait l'avis des stagiaires, même. Il se rendait aux étages inférieurs, juste pour écouter. La bête n'avait pas disparu, mais elle évoluait. Et au cœur de cette transformation se tenait l'agent d'entretien qui n'avait jamais eu l'intention de devenir un symbole, mais qui le devint tout de même. Obina était assis seul dans son bureau, tard un soir, tandis que la silhouette des Legos s'étendait devant lui dans les néons vacillants et la douce lueur de la lune. Son bureau était encombré de dossiers,
mais aucun ne retenait son attention. À la place, il tenait une photo, une vieille image délavée d'une femme enveloppée dans un papier d'emballage, les yeux fatigués et les mains fortes. Sa mère. Des années s'étaient écoulées depuis qu'il avait regardé son visage, et encore plus longtemps depuis qu'il s'était autorisé à ressentir son absence. Mais à présent, les paroles d'Annuli le hantaient, ravivant des blessures si profondément enfouies qu'il les croyait cicatrisées. On est devenu un monstre pour survivre. N'était-ce pas ce que sa mère lui avait dit aussi? Que le monde était dur, certes, mais qu'il n'avait pas à s'endurcir. Elle disait toujours, n'échange jamais ton âme contre le succès, Obina. C'est la seule chose qui ne se rachète pas. Pourtant, il l'avait fait. Entre la construction d'empire et l'écrasement de ses concurrents, il avait perdu sa voix. Jusqu'à ce qu'Annuli le gifle. Jusqu'à ce que ses yeux marrons, si semblables à ceux de sa mère, le forcent à se souvenir de qui il était autrefois. Et en vérité, il lui manquait. Pas le PDG tant redouté. Pas le magnate des médias. Juste le garçon qui voulait se faire remarquer. Le lendemain matin, il retrouva Annuli dans le jardin sur le toit, s'occupant des plantes en pot que Ngozi avait installées pour aider le personnel à se détendre. « Je ne suis pas revenu depuis sa mort, dit-il, la surprenant. Elle leva les yeux, incertaine. « Ta mère ?» Il hocha la tête. Puis, d'une voix plus vulnérable qu'elle ne l'avait jamais entendue, il parla de son enfance. Comment sa mère avait survécu en vendant une Acura au bord de la route. Comment il l'avait vue crouler sous les dettes jusqu'au jour où elle s'était effondrée et ne s'était jamais relevée. C'est le jour où j'ai décidé que je ne serais plus jamais impuissant, dit-il d'une voix pâteuse. Annuli ne l'interrompit pas. Elle écouta simplement. Et quand il eut fini, dit-elle doucement, elle aurait été fière du garçon qui avait survécu. Je ne suis pas sûr qu'elle reconnaîtrait l'homme qui avait enterré ce garçon pour gagner. Obina hocha la tête en clignant des yeux. Moi non plus. C'était la première fois qu'il laissait voir son chagrin sans honte. Pas son ennui. Pas Ngozi. Seulement Annuli. Et dans ce moment de calme, au milieu des hibiscus en fleurs et du bruit de la circulation, il trouva une paix qu'il n'avait pas connue depuis ses 10 ans. Le lien entre Obina et Annuli se renforçait de jour en jour. Ce n'était ni fort ni évident, mais cela persistait entre les mots, dans les silences partagés et les regards adoucis. Obina remarqua la façon dont ses yeux s'illuminaient lorsqu'elle parlait de son père, la façon dont ses doigts dansaient sur les pages lorsqu'elle lisait des rapports, la façon dont son rire, rare mais riche, résonnait d'une sincérité qui lui manquait presque tout au long de sa vie. Pour un homme qui traitait autrefois les gens comme des atouts, cette conscience le troublait. Cela lui semblait étranger, immérité, dangereux. Il fit donc ce qu'il faisait toujours lorsque les émotions le prenaient trop au sérieux, il agit sans réfléchir. Un soir, après une longue réunion, il lui demanda de rester sous prétexte de réviser un projet de politique. Elle obéit, inconsciente. Mais au milieu de la conversation, il tendit lentement la main, hésitant, et écarta une mèche de cheveux de son visage. Ce fut un bref contact, mais sa réaction fut immédiate. Elle se leva, raide. « Monsieur, s'il vous plaît, ne recommencez pas », sa voix était ferme, mais pas froide. Obina cligna des yeux, surprise par son calme. Il commença, mais elle leva la main. « Je ne fais pas partie de ton projet, dit-elle. On ne peut pas me réparer ou me collectionner simplement parce que je suis intéressant. Je suis une personne, pas un puzzle. Et pas quelqu'un qu'on peut explorer quand on a envie de se redécouvrir. » Ses paroles n'étaient pas pleines de colère, mais elles étaient définitives. Obina, réduite au silence pour une fois, se rassit. Elle avait raison. Il avait brouillé une ligne qui n'aurait jamais dû être franchie. Et la honte qui s'ensuivit ne venait pas du rejet, mais de la reconnaissance. Il avait commencé à s'attacher à elle. Oui, mais en essayant de l'exprimer, il revenait au seul langage qu'il connaissait, le pouvoir. En Annuli. Elle n'était pas une conquête. Elle était un miroir. Un miroir qui reflétait non seulement qui il était, mais aussi celui qu'il avait encore la chance de devenir. Lorsqu'elle quitta la pièce, elle ne claqua pas la porte. Elle ne courut pas. Mais son absence, à cet instant, résonna plus fort que n'importe quelle gifle. Et pour la première fois, Obina réalisa qu'il avait encore plus de choses à désapprendre à faire qu'il ne l'avait imaginé. Les retombées de cet instant persistèrent entre eux comme un tonnerre inexprimé. Annuli poursuivit ses tâches, toujours aussi professionnelles.
Mais le calme paisible qu'ils partageaient autrefois avait disparu. Obina le remarqua à la façon dont elle ne le regardait plus trop longtemps. Ses réponses devenaient de plus en plus saccadées. Comment elle trouvait toujours le moyen de sortir d'une pièce juste avant qu'il n'y entre. Il respectait l'espace qu'elle créait, mais cela lui faisait plus mal qu'il ne l'aurait cru. Au milieu de tout ce bouleversement émotionnel, il apprit par un simple rapport administratif que l'état de santé de son père s'était aggravé. L'homme avait besoin d'une intervention chirurgicale délicate, mais Anuli n'en avait parlé à personne. Pas même à Gozi. Elle avait accepté un deuxième travail de ménage de nuit, et ça se voyait. Ses yeux semblaient fatigués, sa silhouette plus fine. Obina n'hésita pas. Il appela le meilleur neurologue de la ville et mit en place un plan médical complet. Payé anonymement, sans lien avec l'entreprise. Mais quand Anuli l'apprit quelques jours plus tard par l'intermédiaire de l'administrateur de l'hôpital, sa fureur fut fulgurante. Elle fit irruption dans son bureau, les yeux flamboyants. « Tu ne peux pas acheter ma gratitude, rétorqua-t-elle. Ni avec de l'argent, ni avec des médecins. Pas avec quoi que ce soit. » Obina se leva, les mains levées. « Je voulais juste aider. » Elle secoua la tête. « Non. Tu veux que ça te fasse du bien. Réparer quelque chose sans demander. » Une fois de plus, l'émotion frémissait dans la salle. « J'ai passé ma vie à me battre pour être vu, pas sauvé. Et si tu me respectais vraiment, tu me poserais la question avant de prendre une décision. » Il ouvrit la bouche pour se défendre, mais elle le retint. « Je n'abandonne pas à cause de toi. J'arrête parce que j'ai besoin de trouver qui je suis en dehors de ce chaos. En dehors de toi. En dehors de ce bâtiment. » Les mots la frappèrent comme une pierre, mais il ne l'arrêta pas. Il savait désormais que ce n'était pas une question de contrôle. C'était une question de dignité. Elle est sortie du bureau la tête haute. Pas comme la femme de ménage qui a giflé le PDG. Non pas comme l'assistante qui l'avait transformée. Mais comme la femme qui refusait d'être rabaissée. Et Obina? Il resta là, silencieux. Ni en colère, ni brisé, mais conscient. Pour une fois, il ne l'a pas poursuivi. Il l'a simplement laissé partir. Car la véritable croissance, il l'a finalement compris, ne vient pas de la possession, mais du lâcher-prise avec grâce. Les murs de Zénith Corp n'avaient jamais vu le chef Obina Nwachukwu vaciller. Il avait traversé les chutes boursières, les procès et les trahisons sans faiblir. Mais dans les semaines qui suivirent le départ d'Anuli, quelque chose d'invisible commença à se défaire. Les nuits blanches se multiplièrent, les migraines s'aggravèrent et son appétit disparut complètement. L'homme qui autrefois régnait sur les conseils d'administration comme un maître d'échecs peinait désormais à terminer une phrase en réunion. Ses assistants remarquèrent d'abord ses pauses au milieu de ses pensées, son regard vide et ses poings serrés quand personne ne le regardait. Gozi, elle aussi, sentait l'ombre s'épaissir autour de son frère. « Tu as besoin de repos, lui dit-elle un après-midi. Tu as besoin d'aide. » Mais il lui fit signe de partir avec un sourire fragile. « Je vais bien. » Il n'allait pas bien. Son corps portait le poids d'années de répression émotionnelle. Désormais, sans personne à qui s'en prendre, Anuli partit et l'illusion de toute puissance brisée, il commença à s'effondrer sous le poids de son propre passé. Puis, un après-midi, lors d'une séance de stratégie avec des investisseurs, il se releva trop vite, tituba et s'effondra. La pièce était pleine de gaz. La panique s'installa. Une ambulance fut appelée. Et pour la première fois dans l'histoire de l'entreprise, l'homme que tout le monde redoutait fut sorti inconscient et vulnérable. La chambre d'hôpital était stérile et silencieuse, contrastant fortement avec le chaos qu'Abino avait l'habitude d'orchestrer. Des machines bipaient rythmiquement à côté de lui tandis que Gozi faisait les 100 pas, les larmes aux yeux. Les médecins ont dit qu'il s'agissait d'un effondrement dû au stress, d'hypertension, d'épuisement et d'un traumatisme refoulé qu'il avait rattrapé simultanément. Il se démenait depuis des décennies, a expliqué le médecin. Il fallait bien qu'il y parvienne. Gozi appela Anuli. Elle ignorait pourquoi, mais son cœur lui murmurait que son frère avait besoin d'elle plus que quiconque. Lorsqu'Anuli arriva, elle se tint sur le seuil, hésitant à entrer. La vue d'Abino allongé là, des tubes dans le bras, plus pâle qu'elle ne l'avait jamais vu, la bouleversa. Elle entra lentement et s'assit à côté de lui. « Je ne suis pas venue pour pardonner, » murmura-t-elle. « Je suis venue parce que personne ne devrait combattre ses démons seul. » Il se réveilla quelques heures plus tard,
les yeux grands ouverts, et quand il la vit, des larmes coulèrent sur ses joues. Pendant un long moment, aucun des deux ne parla. Mais dans ce silence, la vérité pesait lourd, plus puissante que les excuses, plus nécessaire que l'orgueil. Pour une fois, il n'était pas le PDG. Il n'était pas l'homme redouté. Il s'agissait simplement d'Obina. Puis elle l'a vu. La nouvelle de l'effondrement d'Obina a fait la une des journaux nationaux. Le PDG qui dirigeait avec peur, au stress, est tombé, pouvait-on lire en première page du Business Daily. Au sein de Zenith Corp, l'incertitude régnait comme une ruche incontrôlée. Des rumeurs de démission, de décès, voire de dépression nerveuse circulaient. Mais le 7e jour, comme appelé par le destin, Obina revint. Il ne portait pas de costume. Il entra au quartier général vêtu d'un simple cafetan blanc, sans escorte ni presse. Le personnel se figea lorsqu'il traversa le hall. Les ascenseurs s'arrêtèrent pour laisser passer le passage. Et lorsqu'il se retrouva devant toute l'entreprise dans l'atrium, entouré de secrétaires, de concierges, d'analystes et de cadres, sa voix résonna avec une clarté que personne n'avait jamais entendue auparavant. Pendant des années, je t'ai gouverné par la peur, commença-t-il. Non pas par haine, mais parce que je ne connaissais pas d'autre voie. Je croyais que le pouvoir signifiait le silence. Je pensais que respect signifiait soumission. J'avais tort, résonna le gaz. Certains ont versé des larmes. D'autres restaient bouche bée. La femme qui m'a giflé n'a pas seulement frappé un homme, a-t-il poursuivi. Elle a brisé un mur que j'avais passé ma vie à construire. Et par cette fissure, la lumière est entrée. Une énigme. Son nom est Annulaise. Et à partir d'aujourd'hui, nous honorerons ceux qui, comme elle, sortent de l'invisibilité pour nous rappeler notre humanité. Le personnel resta silencieux, stupéfait, tandis qu'Obina fouillait dans sa poche et en sortait une petite lettre pliée. Aujourd'hui, j'annonce la création de la Fondation Annulaise, dit-il. L'entreprise soutiendra le personnel à faible revenu, autonomisera les stagiaires en formation professionnelle et offrira des bourses d'études aux agents d'entretien, aux chauffeurs et aux aides-soignants, souvent négligés. Les applaudissements ont fusé lentement, puis se sont transformés en une ovation tonitruante. Pour la première fois de son histoire glorieuse, Zenith Corp a salué non pas la peur, ni les marges bénéficiaires, mais la vérité. Après son discours, Obina retourna à son bureau, où Annulaise l'attendait avec Ngozi. « Je n'ai jamais demandé de fond de teint, dit-elle doucement. Obina lui lança un sourire, celui qui attire les yeux. « Et c'est pour ça que tu en mérites un. » Elle le regarda longuement et intensément. « Que va-t-il se passer maintenant ?» Il regarda par la fenêtre, où scintillait la silhouette de la gosse. « Maintenant, dit-il doucement, je reconstruis, non pas une entreprise, mais un homme. » Et cette fois, ce n'était ni performatif ni stratégique. C'était réel. La bête qui rôdait autrefois dans Zenith Corp avait déposé sa couronne. Et à sa place se dressait quelque chose de nouveau. Un homme tentait lentement mais sûrement de s'améliorer. Les semaines passèrent, et le rythme de Zenith Corp changea. Le personnel continua de travailler dur. Le conseil d'administration continuait de comploter en silence. Mais quelque chose de tacite avait changé. Il y eut de nouvelles salutations dans l'ascenseur. Davantage de déjeuners partagés. Une plus grande reconnaissance pour les mains invisibles qui ont permis à l'empire de tourner. Obina, bien que toujours PDG, s'est retiré des opérations quotidiennes, déléguant davantage de responsabilités à Ngozi et à l'encadrement intermédiaire. Il commença une thérapie, un acte qu'il ridiculisait autrefois, et commença à tenir un journal. Un soir, alors qu'il triait de vieux dossiers dans son bureau, il trouva une enveloppe scellée coincée entre 2 rapports annuels. L'écriture était la sienne. Il l'ouvrit et lut une lettre qu'il avait écrite à Anyolé quelques semaines après la gifle, mais qu'il n'avait jamais eu le courage d'envoyer. On pouvait y lire « Je ne sais pas ce que tu m'as fait. Je ne comprends pas pourquoi je m'en soucie. Mais pour la première fois depuis des années, je me sens l'homme que je voulais devenir. Merci de me rappeler que j'existe toujours. » Il replia la lettre et la glissa dans une nouvelle enveloppe. Cette fois, il le remit à un coursier portant son nom. Quand Anyolé le lut ce soir-là dans son petit appartement de Sur-Îlé, elle pleura. Non pas à cause des mots, mais parce qu'elle savait qu'ils étaient sincères. Le lendemain matin, elle se rendit au chevet de son père. Son opération s'était bien passée, grâce à la générosité anonyme d'Obina. Il se remettait et souriait davantage.
Tandis qu'elle lui donnait son petit déjeuner, il lui prit la main et lui dit « Tu as acquis la force de ta mère ». C'était le plus grand compliment qu'il pouvait lui faire. Elle acquiesça doucement. Elle n'avait pas seulement survécu à Zénith Corps. Elle l'avait transformé. En rentrant chez elle, elle croisa un groupe de jeunes filles en uniforme et sourit. Quelque chose en elle s'est réveillé. Ce soir-là, elle s'est assise à son bureau et a commencé à rédiger la mission d'un projet de mentorat pour les jeunes auxquels elle pensait. Un projet pour les filles d'Enugu et d'Adjigunal qui, comme elle, étaient négligées. Elle l'intitula « Au-delà de l'uniforme ». Pour la première fois depuis longtemps, elle ne regardait pas en arrière avec colère ni devant elle avec peur. Elle avançait simplement, avec détermination. Et quelque part, dans un coin tranquille de Banana Island, Obina ouvrit sa fenêtre et respira profondément. Pas de costume. Pas de gros titres. Juste le vent sur son visage. Ils avaient recommencé, séparés, mais liés à jamais par la gifle qui avait tout changé. C'était un mercredi lorsqu'Obina a convoqué une conférence de presse. Non pas en tant que PDG, mais en tant qu'Obina Nwachukwu, fils de la vendeuse d'Acura au bord de la route. Les médias s'attendaient à un drame. Les spéculations allaient de la démission à la fusion. Mais lorsqu'il s'est présenté à la tribune, vêtu d'un simple costume bleu marine et sans montre-bracelet en or, il a souri et a déclaré « Je quitte temporairement mon poste de PDG de Zénith Corp pour redécouvrir ce que le leadership signifie pour moi. » Des murmures ont parcouru la salle. J'ai construit des bâtiments, oui. Mais j'ai négligé de former les gens. Cela prend fin aujourd'hui. Il a nommé Gauzy PDG par intérim et s'est engagé à soutenir pleinement la fondation Anuli. Le monde a vu un titan abandonner son trône. Non pas par honte, mais par conscience. Pour la première fois, la peur n'était pas à la une. L'humanité était là. Après la conférence, il se dirigea vers le fond de la salle, passa devant les caméras et les micros, et sortit sans garde du corps. La ville le craignait depuis si longtemps. Ils le virent. Quelques semaines plus tard, Anuli retourna brièvement chez Zénith Corp, non pas comme employée, mais comme conférencière invitée pour le lancement de la fondation. Elle portait une douce robe en tissu Ankara, les cheveux noués dans un foulard soigné, et son attitude était toujours aussi calme. Alors qu'elle traversait les couloirs familiers, le personnel l'accueillit avec un respect sincère. Non pas comme la fille qui avait giflé le PDG, mais comme la femme qui lui avait rappelé ce qu'il devait ressentir. Lorsqu'elle monta sur l'estrade et parla de dignité, de courage et de grâce, toute l'entreprise l'écouta. Obina, assise au premier rang à côté de Gauzy, observait la scène avec une fierté discrète. À la fin de la cérémonie, il ne s'approcha pas d'elle. Il n'en avait pas besoin. Leurs regards se croisèrent une fois. Une seule fois. Un hochement de tête silencieux passa entre eux. Une gratitude. Un respect. Pour des histoires inachevées. Elle quitta le bâtiment avec un sourire discret, sachant qu'elle avait ébranlé un empire sans se perdre. Et Obina? Il resta assis dans la salle désormais silencieuse, n'étant plus craint, mais enfin libre.